Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Éducation au Mali, quelle place pour les enfants vivant avec handicap? Ce soir, le Grand Dialogue s'intéresse à la scolarisation des enfants sourds, malentendants, aveugles et malvoyants. Leurs handicaps sont-ils pris en compte dans le système éducatif malien? Quelles sont leurs préoccupations? Comment y faire face? Nos invités sont Hadji Bari, président de l'Union malienne des aveugles, UMAV, Moussa Keita, directeur exécutif de l'Association malienne des sourds, Amassour, et Dr Seydouloua, pédagogue, enseignant à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Je suis Arkia Touré, bienvenue au Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Chers invités, merci pour votre présence. Monsieur Loa, directement, je m'en vais vous poser cette question. Est-ce que les enfants atteints de handicap visuel ou auditif ont accès à l'éducation au Mali? Bien, merci beaucoup pour la question, merci pour l'invitation. Je profite pour saluer tous vos téléspectateurs et vos auditeurs. C'est une très bonne question. Est-ce que les enfants handicapés sont pris en compte ou ont accès au système éducatif malien en général? Bon, la réponse n'est pas simple. On ne peut pas dire oui ou non. Ça demande un tout petit peu de développement. Alors, en réalité, la question des handicapés en général a toujours été prise en compte théoriquement dans presque toutes les politiques de développement du système éducatif depuis la réforme de 1962 jusqu'à maintenant. C'est-à-dire à chaque réforme, à chaque innovation, on en parle. Ça, c'est sur le plan théorique, ça, c'est sur le plan projet. Maintenant, quand on veut parler de l'accès effectif de ces enfants handicapés-là au sein du système éducatif malien, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de problèmes. En fait, leur accès est confronté à beaucoup de difficultés. Quand nous prenons les enfants malvoyants ou aveugles, par exemple, je vais aller exemple par exemple. Oui, on va parler des difficultés aussi au cours du débat. Voilà, donc globalement, on peut dire que l'accès n'est pas du tout satisfaisant. Quand on voit qu'en 2016, par exemple, Handicap International estimait à environ 2,7 millions d'enfants handicapés au Mali. Environ 15% de la population malienne, selon les statistiques de l'EMOP, porte un handicap. Donc si on regarde cet effectif-là et on regarde leur effectif au niveau du système éducatif malien, on peut dire que l'accès n'est pas du tout satisfaisant. Et on peut l'estimer à combien de pourcents? 6%, 8%? Au niveau du système éducatif. Alors je n'ai pas de statistiques, je me méfie des statistiques si je n'en ai pas d'officielles et si je n'ai pas de sources fiables. Nous sommes des anciens chercheurs, on évite de donner des statistiques si les sources ne sont pas fiables. À vue d'œil, quand même, au niveau de l'université, l'effectif est extrêmement faible. Chez nous, on a des handicapés physiques. C'est vrai, eux, ils ont accès, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Comme nous allons rentrer dans les détails des difficultés, on a quelques handicapés visuels, quelques rares handicapés visuels qui arrivent à terminer leur étude, leur cycle universitaire. Mais à part ça, les handicapés auditifs, on n'en a presque pas. Les sourds-muets, on n'en a presque pas. Les handicapés mentaux, on ne peut pas en avoir. Alors qu'il y en a effectivement dans le pays. Donc leur accès, globalement, est largement insatisfaisant. Voilà. Merci, M. C'est vraiment insuffisant. Monsieur Keita, et les enfants handicapés auditifs, est-ce qu'on peut parler d'un accès effectif à l'éducation au Mali? Alors, merci, monsieur et madame Touré. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier les auditeurs et la direction du studio Tamani pour nous avoir donné l'opportunité ce soir de pouvoir parler un peu sur l'éducation spéciale. Ayant dit cela, la question que vous me posez, c'est à deux volets. On pourrait dire oui et non. Mais le non l'emporte plus que le oui. Parce que quand on regarde de façon générale, ces écoles ont été tous, les écoles spéciales qui sont au Mali, ont été tous construites par les associations. L'État du Mali n'a pas construit d'école, à ma connaissance, pour les élèves handicapés. C'est les associations des personnes handicapées elles-mêmes, ces associations qui ont créé ces écoles. Maintenant, sur le plan pédagogique et sur le fonctionnement même de ces écoles, il y a beaucoup de problèmes
qu'on va énumérer plus tard. Oui, plus tard. Donc, d'entrée de jeu, voilà un peu ce que je pouvais dire. Monsieur Barry, la question concerne aussi les enfants handicapés, aveugles. Alors, à l'entendre de mes propos, j'aimerais d'abord remercier Studio Tamani pour avoir pensé aux personnes en situation de handicap. Aussi remercier beaucoup les téléspectateurs et auditeurs et également mes collègues qui sont sur ce plateau. Je préfère regarder le verre à moitié vide. C'est vrai, l'État fait des efforts, mais qui, à notre entendement, peuvent être encore plus visibles si on s'y met. Je prends un seul exemple. Vous voyez, vous ne verrez dans aucune bibliothèque au Mali des livres accessibles aux personnes handicapées visuelles. Vous voyez, il y a beaucoup de difficultés, comme on y arrivera. Le verre est à moitié vide. D'accord. Monsieur Keïta, vous venez de le dire. Maintenant, de façon générale, on ne peut pas dire que on ne peut pas parler de oui. Mais quels sont les contraires, mais quels sont les problèmes liés qui empêchent ces enfants d'accéder à l'éducation? Bon, le principal problème chez les enfants avec déficit auditif, ça commence d'abord par la communication. Le système de formation des enseignants ou bien des maîtres ne prend pas en compte les spécificités. C'est-à-dire, au niveau de l'IFM, il n'y a pas une cellule spéciale où on forme les enseignants du spécial. C'est-à-dire que les enseignants qui viennent directement dans ces écoles, qui sont fournis également, que ces enseignants sont envoyés par l'État du Mali, ça il faut le dire, ils sont envoyés directement. Certes, ils ont la pédagogie, mais ils ne peuvent pas transmettre leur savoir à ces élèves parce qu'ils ne connaissent pas la langue des signes. Donc, au lieu que ça soit de l'enseignement entre professeurs et élèves, ça devait être un enseignement maintenant participatif. C'est quoi l'enseignement participatif? C'est-à-dire l'enseignant, il vient, il écrit lundi 22 décembre 2020. Mais comment expliquer ça aux élèves? C'est les élèves qui vont lui dire que pour le lundi, voilà comment on fait le lundi en langue des signes, tel jour décembre 2020. Donc, autant le professeur transmet son savoir aux élèves, les élèves aussi transmettent leur savoir en langue des signes aux professeurs. Est-ce à dire qu'on n'a pas des enseignants spécialisés dans le domaine? Il n'y a pas d'enseignants qualifiés en langue des signes au Mali. Ça n'existe pas. Or, tout parle, quand il parle d'enseignement, parle de communication. Donc, comment se passe l'éducation alors? Voilà, l'éducation se passe comment? C'est avec la volonté d'abord de la Fédération malienne des personnes handicapées qui a fait beaucoup de plaidoyers, dont M. Barry est le vice-président, qui a fait beaucoup de plaidoyers auprès des différents partenaires, les partenaires privés et publics, également au côté du gouvernement. Donc, pendant les vacances, lorsqu'on a reçu un peu de fonds, on forme ces enseignants en langue des signes pendant les vacances. Mais ces formations, c'est des courts termes, c'est des formations de 10 à 15 jours. Ce n'est pas suffisant. On appelle cela, c'est de la phase initiatique, mais ce n'est pas des formations en tant que telles. Donc, ces petites formations que ces enseignants reçoivent de ces associations, c'est qu'ils essaient tant que mal d'inculquer ces choses-là aux enfants. Mais il faut le dire que ils ont la pédagogie, mais c'est la transmission toujours qui pose problème. Parce que tant que le gouvernement ne prendra pas ce problème à bras le corps, les enfants avec déficit auditif, leur avenir éducatif serait sombre pour emboîter le pas. Comme on va parler des problèmes, c'est vous dire que parce que même il n'y a pas d'enseignants au niveau du Mali, le cursus scolaire d'un élève sourd s'arrête qu'au niveau du DEF. Une fois que ces élèves obtiennent le DEF, ce n'est plus possible pour eux de continuer au lycée jusqu'au cursus supérieur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc du coup, ça s'arrête au niveau du DEF. Au niveau du DEF. Monsieur Barry, concernant les enfants handicapés, malades et aveugles, quels sont les obstacles qu'on pourrait citer? Oui, j'ai dit cette fois-ci, je vais regarder le verre à moitié rempli. Les obstacles, certes, sont là, mais j'ai dit le problème est moindre comparativement au problème des malentendants. Les enseignants, c'est vrai, avec la pédagogie qu'ils ont à la formation initiale lorsqu'ils viennent chez nous, l'apprentissage de notre écriture, qui est l'écriture braille, est facile. En 2 semaines, 3 semaines, maximum 1 mois, on a la possibilité, avec nos efforts, de former ces enseignants en écriture braille. La pédagogie, comme ils ont ça déjà, donc la communication devient plus facile. Mais le problème se pose au niveau de la documentation. Parce qu'il se trouve que
Non seulement les livres en braille n'existent pas, il faudra que l'association même qui est promotrice de l'école en achète, et aussi les livres pédagogiques que les enseignants doivent s'en servir également doivent être transcrits en braille. Et tout ça, c'est l'effort de l'association. Et c'est vrai, les enseignants, le plus souvent les enseignants, sinon même en général les enseignants sont donnés par l'État. Leur salaire est pris en charge par l'État. À ce niveau, on a des enseignants qualifiés? Oui, à ce niveau, on a des enseignants. C'est-à-dire, le manque, c'est quoi? L'apprentissage du braille. Parce que là, ce n'est pas à la formation initiale des enseignants. C'est lorsqu'ils viennent chez nous, c'est l'association même qui s'occupe de ça, l'association soucieuse du devenir des enfants, s'occupe de leur formation en écriture braille qui ne prend pas trop de temps. Voilà. D'accord, merci. Monsieur Loua, oui. Là on parle des obstacles et des difficultés. Eh bien, parlant des difficultés ou des obstacles, bon, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Ils ont parlé de quelques obstacles. Alors, l'un des premiers obstacles pour un enfant handicapé physique, c'est déjà l'accès à l'établissement. Alors si je dis l'accès à l'établissement, il ne s'agit pas de l'inscription. En fait, de la maison déjà à l'établissement, il y a un problème. Il y a des enfants qui se déplacent très difficilement. Surtout les enfants malvoyants. Les enfants malvoyants, ceux qui sont en fauteuil roulant, ceux qui doivent obligatoirement avoir des béquilles. C'est-à-dire ces enfants-là ont besoin d'être accompagnés quotidiennement à l'école. Donc de la maison à l'école et de l'école à la maison. Ça, c'est un premier problème. Il y a beaucoup d'enfants, notamment dans le milieu rural, où les structures d'éducation spécialisées n'existent presque pas. C'est extrêmement compliqué pour ces enfants-là d'accéder à l'école. Alors, une fois à l'école, l'accès même aux salles de classe est un deuxième problème. Nous avons aujourd'hui, presque toutes les écoles sont en étage. En tout cas, tous les lycées sont presque en étage. Beaucoup d'écoles fondamentales sont en étage. Et on a beaucoup d'écoles où il n'y a même pas de rampe d'accès pour un enfant handicapé en fauteuil roulant pour accéder à la salle de classe au rez-de-chaussée déjà, mais c'est reste que d'aller effectivement dans une salle de classe à l'étage. Donc ça, c'est un des deuxièmes problèmes effectivement qui existe, un obstacle qui existe effectivement à ces enfants-là. Autre difficulté, ils ont parlé effectivement de la pédagogie des enseignants, la formation des enseignants. La prise en charge d'un enfant handicapé n'est pas forcément prise en compte dans la formation initiale de nos enseignants au niveau des IFM et au niveau de l'INSUP. Et pourtant, ce sont ces enseignants-là qui vont s'occuper de ces enfants handicapés. Donc ça, c'est un deuxième problème. Nous avons une autre difficulté, ça c'est la violence. Alors, on a plusieurs formes de violence, effectivement, que ces enfants-là subissent à l'école de façon quotidienne. Et ça peut pousser certains enfants, effectivement, à abandonner. Les autres camarades, notamment au niveau de l'enseignement fondamental, les enfants aiment se moquer des enfants handicapés. Ça, c'est le propre de l'enfant même. Ils sont marginalisés. Sont souvent marginalisés. Souvent par les enseignants eux-mêmes. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Souvent, les enseignants eux-mêmes marginalisent ces enfants-là. Les autres camarades les marginalisent. Tout ça, ça peut conduire l'enfant soit à l'abandon, soit à l'échec. On a aussi la pauvreté des parents. J'ai parlé tantôt de l'accès d'un enfant handicapé qui a besoin d'un fauteuil roulant. Eh bien, si le parent n'a pas les moyens de payer un fauteuil roulant à l'enfant, il est obligé d'abandonner. On a souvent un problème de lunettes pour les malvoyants, pas les non-voyants, mais les malvoyants ont souvent besoin de verres corrigés, de lunettes spécialisées pour pouvoir lire ce qui est écrit au tableau. Si le parent n'a pas les moyens de payer ça aussi, ça peut porter effectivement atteinte à la scolarité de l'enfant. Nous avons aussi dans la cour même de l'établissement, notamment l'accès aux toilettes, qui peut aussi poser d'énormes difficultés aux enfants. Donc ces enfants handicapés-là sont confrontés à un certain nombre de difficultés qui ne sont pas toujours visibles de la part des enseignants, qui ne sont pas toujours visibles de la part des parents, mais ces enfants se sentent souvent isolés dans leur établissement scolaire. En fait, officiellement, l'école est ouverte à tous les enfants, sans aucune discrimination. Mais arrivé à l'école, c'est là où il y a effectivement beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas accès forcément facilement aux toilettes, ils n'ont pas accès aux salles de classe comme tout le monde, ils sont marginalisés par les autres enfants, ils sont marginalisés souvent par les enseignants, il y a souvent des cas de violence. Donc toutes ces difficultés font que la scolarité d'un enfant handicapé est extrêmement compliquée. Non seulement au niveau de la famille, donc des parents, mais aussi au niveau de l'école. Pour terminer sur les difficultés, nous avons effectivement, nous pouvons signaler la pauvreté parce que, comme je le disais, la prise en charge d'un enfant handicapé coûte plus cher
un financement qui est la prise en charge d'un enfant, disons, valide, entre guillemets, que ce soit à la maison ou à l'école. Parce qu'à l'école aussi, il faut souvent du matériel spécialisé pour ces enfants-là. Monsieur Hadji a parlé de braille. Nous, dans nos écoles, par exemple, nous, on a à l'université des malvoyants et des non-voyants. C'est-à-dire on a carrément des aveugles à l'université. Donc, qui ont besoin de braille. Et ces brailles, c'est eux qui doivent les payer ou je ne sais pas si ce sont les parents qui payent. En tout cas, ce n'est pas l'université qui paye ces brailles-là. Donc, tout ça, effectivement, ça peut compliquer la scolarité. Donc, l'État n'intervient pas à ce niveau. À ce niveau, l'État n'intervient pas du tout. L'État n'intervient pas du tout. Monsieur Barry, et là, je veux nous ramener un peu en arrière. Comment se déroule le processus de scolarisation d'un enfant handicapé, aveugle ou non-voyant? Ok, d'abord, je vais dire que nous poursuivons le processus normal, la scolarité. Nous étudions le même programme que les personnes non handicapées. D'abord, on va appeler comme ça parce que la terminologie aussi est très, très importante. Je crois, le monsieur Loa a parlé souvent du comportement des enseignants. Souvent, à travers leur terminologie, souvent, ils peuvent même décourager l'enfant handicapé. Et là, il faudra faire énormément attention. Et pour revenir à votre question, je disais que nous étudions le même programme. Seulement, la différenciation, ça, c'est au niveau de l'écriture et de la pédagogie à tenir face à l'enfant handicapé. Donc, le même programme qui est étudié dans une école, entre parenthèses, ordinaire, et c'est ce même programme qui est étudié au niveau des écoles spéciales chargées de l'enseignement des handicapés visuels. Maintenant, par rapport aux difficultés, je dirais aussi l'accès au matériel didactique, parce que nous étudions avec un matériel spécial. Oui, j'allais justement vous poser la question. Voilà. Est-ce que ces élèves ont accès à des outils d'apprentissage performants pour une meilleure prise en charge? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique au sein de l'État qui favorise l'accession à ces outils. Donc, c'est avec nos partenaires que nous cherchons ces matériels didactiques pour les enfants. Normalement, ces enfants appartiennent d'abord à l'État et c'est à l'État de faire des efforts pour ces enfants. C'est pourquoi j'ai dit quelque part, ça aurait été les partenaires, les enfants handicapés vraiment seraient carrément délaissés. Il y a beaucoup d'efforts à faire au sein de l'État. La politique du livre dont j'avais parlé plus tôt, il est grand temps que les personnes handicapées soient prises en compte. Et l'accès aussi aux autres matériels. Vous ne verrez pas au Mali une mairie où au moins au sein de l'université, le docteur était en train d'en parler, des systèmes qui font que l'enfant au niveau de l'université, sa prise en charge est carrément faite du point de vue écriture, du point de vue matériel d'accès à l'écriture. Donc c'est des efforts vraiment à faire à ce niveau. Alors qu'est-ce que l'État fait? J'avais dit plus haut que l'État nous donne les enseignants au niveau de l'école fondamentale. La contribution de l'État aussi, c'est les subventions qu'il donne au niveau des associations qui sont promotrices d'écoles. Et ça se limite à ça, malheureusement. Okay. Je voudrais aussi préciser à nos auditeurs et téléspectateurs que nos tentatives pour avoir un représentant du ministère de l'Éducation ont été vaines. Monsieur Keita, voilà, nous allons parler aussi, on va continuer concernant les outils d'apprentissage. Est-ce qu'à ce niveau, il y a satisfaction à votre niveau? Bon, les problèmes des écoles spéciales sont à peu près les mêmes, comme l'a dit M. Barry. Au niveau des écoles pour déficients auditifs, le matériel didactique aussi pose problème parce que les élèves sourds parlent avec la main, ils écoutent avec les yeux. Donc c'est la communication par l'image. Tout ce que l'élève sourd n'a pas vu avec les yeux, c'est qu'il n'a pas compris. Maintenant, il se trouve que, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, les enseignants qui sont chargés d'inculquer des valeurs, de donner des cours à ces élèves, ils ont des problèmes de transmission parce qu'ils ne maîtrisent pas bien la langue des signes. Maintenant, les documents, si peut-être qu'il y avait des documents qui avaient été déjà élaborés en langue des signes, ça allait plutôt faciliter le travail aussi à ces enseignants. Mais le matériel pédagogique, on n'a pas des documents et le matériel didactique traduit en langue des signes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de dictionnaire en langue des signes, des bouquins où les élèves peuvent lire en langue des signes. Ça n'existe pas. Mais le gros problème des écoles aussi spéciales, c'est le fonctionnement. Je prends le cas de l'école des sourds.
Oui. Les enfants sourds, ils ne peuvent pas, la plupart de ces enfants quittent très loin pour venir à l'école. Mais ces enfants ne peuvent pas se déplacer seuls, emprunter le Sotrama, venir jusqu'à l'hippodrome. Un enfant qui habite à l'hippodrome. Donc on avait un cas de ramassage qui était chargé de prendre ces enfants, venir à l'école et aller les déposer. Là, pour ne pas qu'ils soient confrontés à des problèmes de communication. Comme M. Barry l'a dit, l'État donne chaque année 4 millions à l'école des sourds de l'hippodrome. Nous avons 9 écoles au Mali pour sourds. Il n'y a que 2 écoles qui sont subventionnées. La première école qui est à l'hippodrome qui est subventionnée à 4 millions. L'autre école, c'est à Marcala, c'est 2 millions. Mais quand vous prenez l'école de l'hippodrome, avec les 4 millions, en 3 mois, on a déjà épuisé. Parce qu'il y a la cantine qui doit fonctionner, le cadre doit aller ramasser. Toute une année, 4 millions. 4 millions. Okay. Donc en 3 mois déjà, les 4 millions sont épuisés. Quand on prend le fonctionnement de l'école. Et l'État fait des choses. L'État donne les enseignants, l'État paye l'eau et la facture d'électricité. Mais le gros problème aussi de ces enfants, c'est les parents. Parce qu'on demande aux parents de contribuer à hauteur de 2 000 francs par mois. À l'école de l'hippodrome, nous avons 365 élèves. Mais si les 365 élèves, seulement peut-être 40 à 50 élèves qui payent correctement les frais mensuels, qui sont à 2 000 francs. L'année, c'est à 12 000 francs, c'est fort. Donc, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent, s'ils ont 2-3 enfants, ils préfèrent plutôt investir sur l'enfant qui n'est pas handicapé. Parce que, vous savez, en Afrique, la retraite, c'est les enfants. Ils préfèrent plutôt investir sur l'enfant qui n'est pas handicapé. Ils disent que celui qui est handicapé, il ne peut rien faire pour moi quand je serai vieux. Donc, je préfère plutôt investir. Il y a des enfants, parents qui ont 2-3 enfants. Les enfants peut-être vont dans les écoles qui coûtent 300-400 000 par mois, ils le payent. Mais pour l'enfant sourd qui coûte 2 000 francs par mois, ils ont la difficulté à payer. Donc il y a la mauvaise foi aussi des parents qu'il faut signaler aussi également. On vient de dire aussi que la prise en charge coûte plus cher, selon M. Loua. La prise en charge d'un enfant handicapé. Bon, ça dépend du type de handicap. Quand vous prenez les enfants sourds, ils sont confrontés seulement à un problème de communication. C'est différent d'un enfant qui est dans un fauteuil roulant ou bien qui est avec un enfant non-voyant. C'est différent. Okay. Donc les prises en charge sont un peu différentes. D'accord. Mais si j'ai bien compris, est-ce à dire que nos écoles spécialisées pour la formation de ces enfants ne répondent pas au droit à l'éducation qui attendent ces enfants? C'est ce qu'on peut dire. Bon... Puisque vous avez dit 4 millions toute une année et au bout de 3 mois déjà, oui. Et cette somme est déjà carrément selon vos mots quand même. Tout à fait. Bon, quand on veut aller sur le point du droit, les personnes handicapées ont il y a une convention qui a été signée et ratifiée par l'État du Mali, qu'on appelle la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Comment doit se faire la prise en charge d'un enfant handicapé? Tout a été élaboré dedans. Est-ce que c'est respecté? Bon, ce n'est pas respecté, ça il faut le dire. Voilà, si on va sur la base de la Convention, ce n'est pas respecté. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Monsieur Loua, vous êtes pédagogue. Quelle est la place que joue l'école dans le processus de l'intégration d'un enfant handicapé, aveugle ou sourd? Bon, l'école en tant qu'institution à la charge effectivement des enfants ne peut pas faire grand-chose pour les enfants handicapés. Ils ont parlé tantôt du rôle de l'État et du rôle des parents. Eh bien, tout se situe à ces deux niveaux-là. L'école reçoit les enfants handicapés en fonction du handicap, bien sûr. Comme je le disais, comme M. Ba l'a dit, les handicapés c'est Barry. Oui. Les handicapés visuels, et ils peuvent fréquenter l'école classique, comme avec les enfants non handicapés. Les handicapés moteurs, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de mobilité physique, peuvent aussi fréquenter ces écoles-là. Mais concernant les handicapés sourds-muets ou les handicapés mentaux, ils ont obligatoirement besoin de structures d'éducation spécialisées. Donc si vous parlez du rôle de l'institution, ce que l'école peut faire, c'est de les accueillir. De les accueillir, mais à force de vouloir l'éducation inclusive, on a tendance à oublier les handicaps de ces enfants-là. C'est-à-dire, on leur demande d'aller à l'école est ouverte à tout le monde, effectivement l'école les accueille, les inscriptions sont faites, sauf que l'enseignant qui est en classe, généralement, ne distingue pas l'enfant handicapé de l'enfant valide qui est à côté. C'est-à-dire, lui, il donne son enseignement de la même manière. De toute façon, il n'est pas formé
formé pour s'occuper d'un enfant handicapé, il est formé pour s'occuper de la classe en général. Donc il n'a pas une pédagogie spéciale pour s'occuper de l'enfant handicapé. Donc si vous voulez savoir la place de l'école dans la prise en charge de ces enfants-là... Et surtout leur intégration dans la société même. Bon, concernant la société, ça dépasse l'école. L'école peut effectivement faire sa part du travail, c'est-à-dire en donner une éducation à ses enfants. Mais concernant leur intégration dans la société, moi je pense que la famille doit jouer un grand rôle dans ça. La communauté, à travers une bonne sensibilisation. L'État malien, donc le gouvernement malien accorde souvent, je ne sais pas si c'est bien appliqué, pourrons-nous le dire, un quota pour les handicapés à chaque concours de la fonction publique. Donc je ne sais pas si c'est bien respecté ou pas, mais officiellement, il y a un quota quand même qui existe. Oui, donc, officiellement un quota existe. Voilà, il y a un quota qui existe, je ne sais pas si c'est bien respecté ou pas. Donc à travers une bonne sensibilisation, à travers l'implication du gouvernement, à travers l'implication des parents, une sensibilisation de la communauté, ces enfants pourront bien être intégrés dans la société. Mais concernant l'école ne peut pas faire grand-chose si ce n'est de donner un enseignement général comme à tous les autres enfants. Parce que les enseignants ne sont pas formés pour ça en fait. Monsieur Barry, est-ce que vous êtes du même avis que Monsieur Loa? Est-ce que l'école a un rôle déterminant dans l'intégration de ces enfants? Moi, je pense que pour avoir passé par l'école, je pense que l'école doit jouer un rôle important dans l'intégration des enfants. Moi, je pense que il est temps qu'au sein de nos différentes écoles d'accueil, que ce soit l'université ou les lycées dans lesquels les enfants handicapés passent, qu'on fasse ressortir réellement les performances de ces enfants pour qu'on puisse comprendre quel effort a été fait et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour l'image même du Mali. Il disait plus haut que l'école, lui, à son entendement, ne peut pas faire grand-chose. Et pourtant, pour les autres enfants, il y a ce qu'on appelle une masse de garantie où on donne des cahiers et des bics aux autres enfants. Pourquoi ne pas tenter la même chose? Peut-être on peut dire que c'est une volonté politique qui doit venir, mais je crois que la proposition peut venir des différentes écoles aussi. Est-ce que ce n'est pas un droit pour ces enfants? Je crois que c'est un droit indispensable. Maintenant, pour revenir toujours à ce qu'il était en train de dire par rapport au problème de quotas, bon, nous attendons. Sinon, nous pensons à présent que par rapport à l'intégration sociale des enfants, des jeunes à l'emploi, bon, je ne peux pas dire officiellement, moi, à ma connaissance, qu'il y a une loi ou quelque chose par rapport à ça. Je sais quand même que dans l'article du statut général de la fonction publique, il y a quelque chose qui parle des efforts qui peuvent être faits aux personnes handicapées. Mais quel genre d'efforts? Ce n'est pas bien défini. Et c'est fort de ça que dans le temps, on intégrait les personnes handicapées à la fonction publique. Mais depuis le coup d'État de 2012, il faudra reconnaître que ce système-là aussi est arrêté. Il faut avoir le courage de le dire, des efforts doivent être faits à ce niveau. Donc, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Oui, rapidement, M. Loa. Rapidement. Alors, si je dis que l'école ne peut pas faire grand-chose, ça ne veut pas dire que l'école se lave les mains des problèmes. En fait, l'école est financée par les autorités publiques. Au Mali, l'école publique est financée par l'État. Donc, la prise en charge des enfants handicapés nécessite beaucoup plus de financement. Comme je le disais, ça coûte cher. L'école, à elle seule, l'école publique ne peut pas générer de l'argent pour s'occuper de ces enfants-là. C'est pourquoi ils sont pris en charge dans les mêmes conditions que les autres enfants, ce qui n'est pas normal. Donc pour changer cette prise en charge, c'est pourquoi je disais, c'est le gouvernement qui doit intervenir, soit en formant les enseignants de façon adéquate, soit en accordant plus de financement aux écoles pour la prise en charge de ces enfants, en essayant d'adapter les salles de classe pour faciliter l'accès. Tout ça, ça doit venir de la part du gouvernement. Et les enseignants font ces propositions-là en réalité. Oui. Est-ce qu'il n'est même pas préférable d'envisager quand même d'inscrire ces enfants dans les écoles ordinaires, après quand même avoir réadapté pour que ça soit accessible à ces enfants, toujours pour leur intégration? Oui, c'est tout à fait possible. Il y a des enfants handicapés qui ont leur place dans les écoles ordinaires. Mais il y a des enfants handicapés, les handicapés mentaux, les handicapés auditifs. Généralement, c'est au niveau des primaires. Au niveau des primaires et surtout au niveau des centres d'éducation spécialisés. Ce que l'État peut faire par rapport à ça, c'est de multiplier ces centres. Il vient de donner le nombre d'écoles de sourds-muets au Mali, c'est insignifiant. C'est carrément insignifiant. Donc ces écoles-là doivent être décentralisées pour que les enfants, partout au Mali, comme c'est écrit dans la Constitution
Constitution, tout citoyen a droit à l'instruction. Donc partout au Mali, ces écoles doivent être accessibles. Donc tout ça, en réalité, c'est l'État qui doit intervenir. Parce que l'école, en tant qu'institution financée par l'État, ne peut pas générer plus de ressources pour prendre en charge ces enfants-là. C'est ce que je voulais dire en fait quand je disais que l'école ne peut pas faire grand-chose. Merci, M. Loa. Allez-y. D'accord. Donc, moi, je pense que l'école peut faire beaucoup pour l'intégration de ces enfants, parce que l'école a 2 niveaux. Il y a le système classique où l'enfant commence au fondamental jusqu'à l'université. Il y a l'autre système aussi où on peut aller sur la branche de la formation professionnelle. Parce que nous, c'est cette branche qui nous sert le plus les personnes handicapées auditifs. C'est une personne handicapée auditive qui a obtenu son diplôme d'études fondamentales pour qu'on n'ait pas le rentrer dans une filière d'apprentissage où il va apprendre directement un métier dans un centre de formation. Ça va lui permettre, pourquoi pas, de s'insérer rapidement. Ça, c'est un premier aspect. Est-ce qu'il y a des centres, excuse-moi, est-ce qu'il existe des centres de formation pour les personnes handicapées? Bon, spécialement pour personnes handicapées, non. Mais il y avait un système qui avait été à des choses expérimentées en 2012. C'était quoi? Tous ceux qui avaient obtenu leur DF, ils étaient au nombre de 50 personnes. Ils ont été envoyés au niveau de l'ESICA. Ils ont suivi des formations. D'autres sont allés dans la plomberie, l'électricité et bâtiment, la maçonnerie et puis le carrelage. Ça a bien marché. Avec ce système, beaucoup aujourd'hui sont intégrés. Voilà pourquoi ne pas mettre maintenant un système dans ces écoles-là, comment on appelle, un système où dans la matinée, les enfants sont en classe, ils font de la théorie, l'après-midi, ils vont dans les cours pratiques. Ça va aider plus ces enfants-là à aller de l'avant. Ça, c'est un premier. Deuxième aspect, moi, je pense qu'il y a aussi la mauvaise volonté aussi du gouvernement, de l'État. Parce qu'on voit ici qu'au Mali, les partis politiques sont financés à hauteur de milliards. Mais ces écoles, une école avec un effectif de 300 élèves et qui a 4 millions par an, alors que les partis politiques, c'est des milliards par an. Donc, vraiment, nous, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour ceux-là, pour le fonctionnement, alors qu'une école spéciale, avec ne serait-ce que 100 millions par an, ça va fonctionner correctement. M. Barry, il est le vice-président de la fédération, il peut apporter son appui par rapport à ce que je viens de dire. On donne des milliards aux partis politiques qui sont là, qui font, comment on appelle, là, de la formation à la base au niveau de leur militants, ça s'arrête que là. Mais l'avenir de ces enfants qui sont là, les enfants handicapés, ils sont à la traîne. Pendant que les autres avancent, ils sont toujours à la traîne. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Donc c'est ça aussi la réalité. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, mais aussi la mauvaise volonté. Ça, il faut le dire. Okay. Vous savez, ici, excusez-moi, les responsables, là je m'adresse à vous deux ici présents, les responsables de ces structures d'éducation spécialisée doivent aussi se faire entendre en réalité, et de façon régulière. Non, parce que ici au Mali, les droits... Monsieur Ba, j'allais même vous demander est-ce qu'il y a quand même des actions qui sont entreprises dans ce sens? Les droits, il faut les réclamer ici. Monsieur Loa, je vous en prie, il y a de 73, l'UMAV, la création de l'école de l'UMAV, ça date de 1973, et de là maintenant, l'UMAV a eu à former beaucoup de cadres. Là, c'est un fort plaidoyer. Et au-delà de ça, il n'y a pas de jour qui se passe où on ne fait pas de plaidoyer dans ce sens. Mais j'ai dit, pour revenir à ce que je disais par rapport à l'école, j'ai dit qu'il faudra reconnaître. La plupart de ces enseignants qui sont en tout cas au niveau de l'université et qui nous ont enseigné dans cette université sont en réalité au niveau du haut sommet de l'État. Nous le savons. En général, la plupart des enseignants sont dans la politique. Ils sont dans le pouvoir décisionnel. Donc ils peuvent influencer là-bas. Mais est-ce que c'est leur rôle? Non, bon, leur rôle ou pas, je pense que... moi, je vais dire oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que d'abord, il faudra que ces anciens considèrent que les enfants handicapés dont ils ont la charge peuvent être également leurs enfants. Et s'ils ont ça en tête, les efforts sont possibles à ce niveau. C'est vrai. Et c'est une question d'influence. Ils peuvent aider les personnes handicapées, les associations des personnes handicapées à influencer sur l'État. Mais il disait plus haut que les enseignants ont fait des propositions. Bon, maintenant, peut-être au niveau des associations de personnes handicapées, nous, on n'a pas ces informations. Si des propositions d'amélioration des conditions de vie scolaire des enfants handicapés ont été faites par des enseignants au niveau du haut sommet, nous, on n'est pas au courant. Mais si c'est le cas, nous les félicitons beaucoup pour ça. Monsieur Loa. Vous savez, la question du financement de l'école ne se limite pas seulement au niveau des enfants handicapés. En réalité, M. Keita parlait de mauvaise volonté du gouvernement.
on peut parler de mauvaise volonté du gouvernement concernant le financement même de l'école publique en général, en réalité. En réalité, c'est l'école publique même qui est, disons, délaissée par les autorités politiques. Quand on parle de financement des partis politiques, les écoles classiques, les écoles spécialisées sont en quelque sorte dans les mêmes bateaux concernant le financement de l'État. Vous avez dit que, M. Barry, que les enseignants sont effectivement au sommet de l'État. Oui, il y a beaucoup d'enseignants qui font de la politique, mais il n'y a pas que les écoles spécialisées, que les enseignants qui deviennent responsables politiques oublient. Ils oublient l'école tout simplement. Et ça, c'est un sérieux problème. Donc, le débat peut aller effectivement dans ce sens. M. Barry voulait dire qu'un enfant en situation d'handicap n'a pas la même chance qu'un enfant quand même. Voilà. Oui, ça c'est réel. Un enfant dit valide. Ça, c'est réel. Donc, du coup, c'est un peu... Au niveau de l'accès, ils n'ont pas les mêmes chances. Au niveau du traitement par l'enseignant, ils n'ont pas les mêmes chances. Au niveau de l'accès à la même qualité d'éducation, ils n'ont pas les mêmes chances. Au niveau de l'évaluation, ils n'ont pas les mêmes chances. Donc, ils ont parfaitement raison. Et pourtant, dans les textes du Mali, tous les enfants doivent avoir la même chance d'aller à l'école, d'être traités de la même manière, d'être évalués de la même manière, d'accéder à la même qualité d'éducation, la même chance aussi sur le marché de l'emploi. Bon, ça, c'est dans les textes. Mais en réalité, dans les faits, l'enfant handicapé, comme son nom l'indique, a beaucoup d'handicaps face à un enfant, entre guillemets, valide. Ça, c'est une réalité qui est là et auquel il faut effectivement faire des propositions pour trouver des solutions. Alors, quels pourraient être les défis pour une éducation inclusive pour ces enfants? Pour une éducation inclusive, moi je pense que tout le monde, les formateurs, les responsables de ces structures d'éducation spécialisées, les parents d'élèves, les autorités, l'État est le premier responsable des structures éducatives du pays. Donc l'État étant premier responsable doit fournir beaucoup d'efforts. Commençons au niveau de l'accès. C'est-à-dire qu'il faut multiplier les structures d'éducation spécialisées pour que les enfants handicapés dans tout le Mali puissent avoir accès à ces structures-là. Ça, c'est un premier point qu'il faut signaler. Au niveau de l'accès, décentraliser, surtout construire beaucoup de structures d'éducation spécialisées pour que ces enfants puissent avoir les chances d'aller à l'école. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, essayer de voir au niveau de la fréquentation même scolaire, que ces enfants qui viennent à l'école ne se sentent pas isolés. Par exemple, un enfant qui a un handicap moteur ou bien un enfant qui ne voit pas correctement, face à un escalier par exemple, il se sent isolé. Les autres enfants viennent, ils montent à l'étage, lui il est là, il a besoin d'aide. Et ces aides-là ne sont pas prévues dans les structures scolaires, en tout cas les structures scolaires ordinaires. Il faudra les réadapter. Il faudra réadapter les salles de classe pour faciliter l'accès de ces enfants-là. Il faudra sensibiliser les parents parce que ce n'est pas seulement les enseignants en réalité qui négligent les enfants, même la négligence peut venir même de la part de la famille. Monsieur a parlé, un enfant valide a plus de chances d'aller loin dans la scolarité qu'un enfant qui a un handicap au sein de la famille elle-même. Donc la discrimination peut venir de la famille elle-même. Il faut une bonne sensibilisation de la famille, il faut une bonne implication effectivement de la famille. Alors ils ont parlé de formation professionnelle. Ça peut être effectivement une porte de sortie. La formation professionnelle est une porte de sortie aujourd'hui pour l'école malienne en général et surtout pour les enfants porteurs d'un handicap. Nous avons ce problème aussi que nous revenons toujours à ce problème de financement. Donc l'État dit que la formation professionnelle coûte cher. Parce qu'une formation générale, avec un tableau de la CRE, on peut se débrouiller. Alors si c'est une formation professionnelle, il faut beaucoup plus de matériel. Les formateurs doivent être régulièrement formés. Il faut de la maintenance. Il faut l'achat, le renouvellement du matériel chaque année ou chaque 2 ou 3 ans. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc tout est en quelque sorte lié non seulement au financement, mais aussi à la volonté politique de prendre en charge ces enfants-là. Donc la première responsabilité revient effectivement à l'État. Les parents doivent effectivement apporter leur contribution, mais les responsables de ces structures aussi. M. Barry dit qu'ils font beaucoup de plaidoyers, mais les plaidoyers, il faut toujours les faire. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'arrêter, il ne faut jamais dire on a fait assez, on attend. En fait, au Mali, il faut, il faut en quelque sorte arracher ses droits ici au Mali. C'est ça, puisque c'est un droit. Voilà, c'est un droit, donc il faut les réclamer. Oui. Voilà. Monsieur Keïta, rapidement, que faut-il faire pour une éducation inclusive des enfants handicapés auditifs? Ce qu'il faut faire d'abord, je l'avais dit
à l'intro, c'est de revoir un peu le système de formation des maîtres. C'est-à-dire créer une cellule spéciale où on peut former aussi les enseignants qu'on doit orienter dans les écoles spéciales. Ça, c'est un premier point. Deuxième point maintenant, c'est de voir aussi la loi de protection sociale qui a été votée à l'Assemblée nationale depuis le 12 juin 2018 et qui a été promulguée par l'ex-président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Maintenant, il y a l'application, le décret d'application qui n'est pas encore sorti. Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Bon, cette loi prend en compte tous les problèmes liés aux difficultés des personnes handicapées. Ça, il y a cette loi également. Et troisième, la Convention internationale des droits des personnes handicapées qui a été signée et ratifiée depuis 2008 par l'État du Mali. C'est-à-dire que si cette loi aussi est mise en œuvre, qui est appliquée correctement, je pense que ça va régler tout ce qui est problème des personnes handicapées au Mali. Donc pour moi, en général, c'est une question de respect et d'application de lois. On vote des lois et on ne les applique pas. Quand c'est appliqué, je pense que les problèmes seraient de moindre. Maintenant, il y a aussi le financement aussi de ces associations qui créent ces écoles. Comme je vous l'ai dit, c'est les écoles, c'est les associations des personnes handicapées qui ont créé ces écoles. Mais le financement qu'ils ont par an, c'est inférieur au fonctionnement de ces écoles. Ça ne peut pas soutenir ces écoles-là. C'est de revoir aussi, c'est de revoir le budget de ces écoles-là. Pourquoi ne pas donner 100 millions par an à ces écoles pour le bon fonctionnement? 100 millions, ça paraît beaucoup, mais quand on va dans une école spéciale, le fonctionnement, 100 millions, vous verrez que c'est peu. C'est relativement peu. Donc, essayez de voir aussi le mode de financement de ces écoles. Ça va beaucoup aider le fonctionnement de ces écoles. Et après aussi, la formation professionnelle, comme je vous le dis, le système, comment on appelle, théorie et pratique dans ces écoles. Faire des écoles spéciales, en même temps, mettre des centres de formation à l'intérieur. Les enfants, ils vont le matin à l'école, l'après-midi, ils vont apprendre un métier. Ça va leur faciliter. Mais pour terminer, j'aimerais aussi dire que le plus gros difficulté des personnes handicapées, c'est de ces élèves, c'est lorsqu'ils obtiennent leur diplôme. Voilà, justement, j'allais te poser que deviennent ces enfants, voilà, que vous quand avez, ils obtiennent leur diplôme, voilà l'injustice formés. aussi encore. Il y a des choses, il ne peut pas postuler à la fonction publique. Il ne peut pas être policier, il ne peut pas être gendarme, mais autres qui sont privés de ces choses-là. Donc après la formation, il n'y a pas de suivi. Ou bien on peut dire qu'il n'y a pas d'avenir pour ces... Bon, il y a de l'avenir, mais c'est l'avenir là, c'est le plan professionnel. C'est de façon, comment on appelle, laconique, quoi. Je ne sais pas comment dire. Rien, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire pour ces enfants handicapés. Monsieur Loin l'a dit aussi, il faut que les acteurs s'activent plus quand même afin d'obtenir... Les acteurs s'activent, je vous l'ai dit que toutes ces écoles qui sont au Mali ont été construites par les associations. Par les associations. Et mieux, chaque fois, on fait des choses, des manifestations, on fait des rues, des sittings, des grèves. Mais chaque fois, on le fait de plaidoyer également. Il n'y a pas de résultat. Ok, Monsieur Barry, là, on parle de ce qu'il faut faire. Oui. Voilà, moi, je pense que ça commence par la formation initiale des enseignants à la notion du handicap. Il faudra que depuis l'école de formation, que ces enseignants qui doivent venir à l'école comprennent qu'est-ce qu'une personne handicapée, comment se comporter devant une personne handicapée et comment enseigner une personne handicapée. Et pour cela, il faudra qu'on leur donne depuis à la base des formations qu'il faut pour qu'ils puissent être capables de bien remplir ce rôle-là. Au-delà de ça, je parle également du financement de ces associations qui ont en charge ces écoles spécialisées. Parce que ce qu'on ne connaît pas pour un enfant handicapé, au-delà de l'enseignement qu'on lui donne en classe, il y a d'autres prises en charge pour que l'enfant soit carrément autonome. Les activités de vie journalière, il faut apprendre à l'enfant comment marcher, par exemple pour un enfant avec la canne, comment blanchir ses habits, comment faire son lit, comment se comporter, comment manger avec la cuillère. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend dans ces écoles spécialisées. C'est pourquoi je dis l'éducation inclusive, oui, mais quelque part, il ne faudra pas oublier l'éducation spéciale. J'avais dit plus haut, l'accès aux livres, ça pose problème. Comment on peut encourager l'enseignement des handicapés visuels alors que vous ne mettez pas de politique pour leur accès aux livres? Donc à ce niveau, il y a plein d'efforts à faire également. Je même exhorte Sidio Tamani, parce que je ne veux pas qu'on rentre dans ça, par rapport à l'insertion socio-professionnelle, qu'on fasse un autre débat autour de ça, parce que là aussi c'est tout un domaine. Mais j'aimerais quand même rappeler à l'État malien qu'il a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et que cela lui donne des obligations face aux personnes handicapées. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Barry. Voilà,
sais pas s'il y a un dernier mot pour qu'on fasse un dernier tour de table rapidement. On arrive à la fin de ce grand dialogue. Le dernier mot, effectivement, c'est une forte implication de l'État pour la prise en charge de ces enfants handicapés. Ils ont les mêmes droits que les autres enfants. Ce sont des enfants maliens comme les autres. Okay. Donc, ils ne doivent pas être mis à l'écart comme si ils n'avaient pas d'importance. Okay. Il a parlé de la formation des enseignants. Ça fait partie des clés de la réussite de l'éducation inclusive et de l'éducation spéciale. J'aimerais surtout parler aussi de la place des parents. Moi, je pense que la place des parents est primordiale dans la prise en charge des enfants. Merci, M. Luan. Rapidement, M. Keita, un dernier mot. Moi, je dirais une forte implication de l'État et des parents et aussi le respect scrupuleux des lois qui ont été signées et ratifiées par le gouvernement, l'État du Mali. D'accord, M. Barry. J'ai assez chargé l'État. Je vais demander aux personnes handicapées qui ont eu la chance d'étudier, d'être des porte-parole et d'accepter le plaidoyer à tout moment pour leurs enfants et pour les enfants. Tous les enfants du Mali. Voilà, c'est la fin de ce grand dialogue. Les thèmes étaient éducation au Mali, quelle place pour les enfants vivant avec handicap. Nos invités étaient Hadji Bari, président de l'Union malienne des aveugles UMAV, Moussa Keita, directeur exécutif de l'Association malienne des sourds, Amassour, et Dr Seydou Loa, pédagogue, enseignant à l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Je suis Arkia Touré, au niveau de la régie vidéo, Salim Djouara et Seydou Dao, à la réalisation Mohamedou Touré. Merci de nous avoir suivis. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.